En fin de journée, nous parlons à Tony d'un sujet qui m'a toujours passionné, à savoir la préparation aux épidémies et aux pandémies, car je savais que la technologie ARNM pouvait évoluer très rapidement. Je lui dis donc qu'un jour, nous devrions simuler une épidémie où il nous enverrait par email la séquence d'un virus qu'il choisirait. Et on déclencherait le chronomètre pour voir en combien de temps nous pouvons fournir de doses BPF pour démarrer les étapes cliniques. Je leur ai dit que nous serions en mesure de le faire en moins de 60 jours. Et ils ont ri. Ils m'ont dit qu'il était impossible de fabriquer un produit conforme au BPF en moins de 60 jours. Si, nous le pouvons, car nous le faisons pour les patients atteints de cancer, pour les vaccins personnalisés contre le cancer. Et on avance rapidement. Ils viennent visiter l'usine de Norwood en novembre. Puis ils m'appellent pour me dire qu'on devrait faire ça au deuxième trimestre. Parce qu'au premier, c'est vrai, on devrait faire la simulation de l'épidémie au deuxième trimestre, car au premier, on est trop occupé. Ah, d'accord. Eh bien, si vous pensez que vous en avez le temps. Ensuite, vous reliez l'histoire. En décembre, j'ai entendu parler du virus et j'ai immédiatement envoyé un email à l'équipe. Ils m'ont dit, écoutez, nous en avons entendu parler, mais nous ne savons pas de quoi il s'agit. Quelques jours plus tard, nous avons réalisé que ce n'était pas la grippe, ni du MERS, ni du SRAS. C'est un nouveau coronavirus dont nous n'avons reçu la séquence que le 13 janvier, je crois. Oh, docteur. Oui? Encore une chose, je me demandais s'il y avait quelqu'un dans le coin qui, à votre connaissance, pourrait avoir un mobile pour faire ce genre de choses. Pourquoi ne pas faire exploser le système? Il est évident que nous ne pouvons pas fermer le robinet du système actuel et dire ensuite « Hey, tout le monde devrait recevoir ce nouveau vaccin que nous n'avons encore administré à personne ». Mais il doit y avoir un moyen. Nous cultivons les vaccins surtout dans des œufs, comme nous le faisions en 1947. Afin d'opérer la transition entre la culture des œufs, qui a fait ses preuves et dont nous savons qu'elle donne des résultats qui peuvent être bénéfiques, je veux dire, nous avons obtenu de bons résultats et nous devons passer à quelque chose de bien meilleur. Vous devez prouver que ça fonctionne. Et vous devez passer par tous les essais cliniques, phase 1, phase 2, phase 3, et montrer que ce produit particulier va être bon sur une période de plusieurs années. Rien que ça, si ça fonctionne parfaitement, va prendre une décennie. Il pourrait y avoir un besoin ou même un appel urgent pour une entité enthousiaste. Une entité enthousiaste qui soit complètement perturbatrice, qui ne dépende pas des ficelles et des processus bureaucratiques. Nous sommes vraiment face à un problème de perception de la grippe dans le monde et il sera très difficile de changer cela, à moins de le faire de l'intérieur et de dire « je me fiche de votre perception, nous allons nous attaquer au problème de manière perturbatrice et répétée, car il faut les deux à la fois ». Mais il n'est pas insensé de penser qu'une épidémie d'un nouveau virus aviaire pourrait se produire quelque part en Chine, que nous pourrions en obtenir la séquence ARN et la transmettre à un certain nombre de centres régionaux, si ce n'est au niveau local, si ce n'est même à votre domicile à un moment donné. Oui, c'est une hypothèse très plausible et je ne vais sûrement pas en écarter la possibilité. Mais j'aimerais bien jeter quand même un petit coup d'œil à votre institut. Je pense que l'an dernier, cela a commencé fin 2019, lorsque j'ai entendu parler pour la première fois de ce nouveau virus en Chine. Nous ne savions pas où il était. Je pensais que ce serait une épidémie comme le MERS ou le SRAS. Un des premiers tournants de l'année a été ma semaine à Davos en 2020. J'arrive au Forum économique mondial en pensant que ce nouveau virus, qui à l'époque n'avait pas de nom, allait être comme le SRAS ou le MERS. J'ai quitté Davos convaincu qu'il s'agirait d'une pandémie comme la grippe de 1918. J'ai changé mes plans. Je devais me rendre en Allemagne. J'ai pris un aller simple Zurich-Washington DC, passé le dimanche en avion pour rencontrer Tony Fauci le lundi matin, me rendre à la FDA dans l'après-midi et voir Marion Gruber. Depuis la création de la société, nous nous sommes toujours exprimés auprès des agences gouvernementales comme la BARDA, qui fait partie du ministère de la Santé aux États-Unis, ou la DARPA, du ministère de la Défense, ou encore en partenariat avec la Fondation Gates. Nous sommes bien évidemment très heureux et honorés de nous associer au CEPI pour unir nos forces. Le projet consiste donc à fournir la technologie nécessaire. Ainsi, la conception du vaccin a été réalisée ces dernières semaines au NIH aux États-Unis, car ils ont accès à la séquence du virus. Comme Jérémy l'a dit, le gouvernement américain a eu très vite accès à la séquence
Une information bien sûr très importante pour commencer à fabriquer un produit. Sans cela, on ne peut rien faire. Stéphane, nous avons un délai pour ça? Nous n'avons pas encore de délai car une telle entreprise n'a jamais été réalisée auparavant. On n'a jamais essayé d'aller aussi vite pour un vaccin. Nous avons mis au point 9 vaccins en clinique, mais nous ne l'avons jamais fait dans un délai aussi court que maintenant. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble. Le gouvernement américain, avec sa grande expertise, nous aide pour la conception. Nous allons fabriquer le produit à matériel de qualité, clinique, grâce au soutien de la CEPI. La CEPI finance ce projet et je voudrais féliciter la CEPI, car j'ai pris contact avec elle lundi et ce matin, l'accord était en place, officiellement signé par les deux organisations, ce qui est vraiment remarquable, car je dirais que nous discutons depuis longtemps. Nous nous connaissons bien, la CEPI et Moderna. Nous fournirons donc ce matériel au NIH qui mèneront l'étude clinique. Lorsque la pandémie a éclaté, Moderna a produit 100 000 doses en 2019. Pour toute l'année. Je me souviens être sorti de cette maison et entrer dans le bureau de mon chef de fabrication pour lui demander comment nous pourrions produire 1 milliard de doses l'an prochain. Ils m'ont regardé d'un drôle d'air et m'ont dit « Quoi ?» J'ai dit « Nous ferons 1 milliard de doses l'an prochain, il y aura une pandémie. » L'une des décisions les plus importantes que j'ai dû prendre l'an dernier a été de ralentir la phase 3 à la mi-août, car nous avions des résultats fantastiques pour les participants blancs, mais que les Afro-Américains et Latino-Américains n'atteignaient pas les objectifs fixés. Nous avons donc décidé de ralentir l'étude, de fermer les sites qui recrutaient trop de participants blancs, afin d'assurer des quotas similaires à ceux du niveau national. Et nous sommes très heureux d'avoir réussi à obtenir 47% de participants de couleur de toutes les catégories démographiques. Une tâche difficile, puis les données de Pfizer sont arrivées une semaine avant les nôtres, avec un taux d'efficacité de plus de 90%, et le DSMB a fait un compte-rendu le dimanche comme quoi les vaccins avaient un taux d'efficacité de 95%. Vous vous en souvenez encore, n'est-ce pas? Oui, je m'en souviendrai toute ma vie. Je me souviens que j'étais dans mon bureau un dimanche lorsque Tony Fauci a pris l'appel, lui aussi, mais il n'avait pas encore les données. Ils nous ont fait un compte-rendu et à la fin de l'appel, j'ai eu l'impression que ça avait duré des heures et des heures, alors que je suis sûr que ça n'avait duré que quelques minutes. Puis, ils nous ont lancé les chiffres. Je me souviens que Tony a dit « c'est incroyable ». Ensuite, nous nous sommes concentrés sur la préparation de l'EUA. Et je suis très reconnaissant à l'équipe de l'entreprise qui a accompli ce travail incroyable. En janvier 2020, nous n'avions jamais réalisé une phase 3 dans l'histoire de l'entreprise. Nous n'avions jamais obtenu d'autorisation pour un produit, nous n'avions jamais fabriqué à des échelles commerciales. Et vous savez, nous avons réalisé nos chiffres du premier trimestre. Nous avons livré 100 millions de doses à la fin du mois de mars, comme nous nous y étions engagés auprès du gouvernement américain. Et nous sommes en bonne voie pour produire entre 800 et 1 milliard de doses cette année. Le cadre est donc très intéressant. Nous avons collaboré avec l'équipe de Tony quelques années avant le début d'une pandémie. Chaque année en septembre, je vais au NIH prendre connaissance de la mise à jour de toutes les données scientifiques, etc. Et nous avons travaillé sur plusieurs candidats vaccins, dont le MERS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui, comme tout le monde le sait maintenant, est aussi un coronavirus. Ils ont essayé, comme toujours, dans tous les développements d'un vaccin, un grand nombre d'antigènes différents du virus, des combinaisons entre une partie tronquée d'une protéine de pointe, car c'est un gros monstre. Il s'agit d'un message de 4 kilooctets et la spike complète dans ce qu'ils ont réalisé, et ils ont essayé le vaccin à base d'ADN, de protéines recombinantes, et le vaccin à base d'ARNM de Moderna. Et à chaque essai, ils ont constaté que le meilleur modèle de vaccin avait toujours été avec la spike complète, avec ARNM. Nous n'avons obtenu la séquence que le 13 janvier, je crois. Ce jour-là, nous avons demandé à l'équipe du NIH de concevoir un vaccin in silico et à l'équipe de Moderna Cambridge de concevoir un vaccin in silico sans se consulter. Nous voulions être sûrs de voir ce qu'ils recommandaient de faire.
Et les deux équipes sont revenues après 48 heures d'analyse approfondie, de simulation en 3D de la structure des protéines, etc. Les deux groupes nous ont dit, à Tony et à moi, qu'ils pensaient qu'une protéine spike de pleine longueur du SARS-CoV-2 est le vaccin qu'il faut choisir. Alors on clique sur l'ordre et il a été envoyé au robot qui fabrique en parallèle les produits précliniques et les produits cliniques. Comme vous le savez, la phase 1 a débuté le 16 mars. Stéphane, je reviens un peu sur la décision difficile à prendre. J'ai entendu dire qu'il s'agissait d'une décision de groupe, n'est-ce pas? Je veux dire, dans quelle mesure Moncef Slaoui et Warspeed ou la FDA ont-ils fait partie de cette décision? Et il y a eu un va-et-vient, n'est-ce pas? Comment en êtes-vous arrivé à la décision et à ce processus? Oui, bien sûr, la FDA n'était pas impliquée. C'était l'opération Warspeed parce que le gouvernement américain finançait l'étude. Nous avons donc eu quelques allers-retours avec Tony, pas Tony, avec Moncef et le général Perna, et Stephen Hoge, le président de la société qui gère R&D, et moi-même avons discuté de la nécessité de ralentir ou non. Cela a duré une semaine. C'est une très bonne transition vers l'un des aspects les plus importants, du moins à mon avis, de l'ancienne histoire du vaccin Covid, le partenariat public-privé, n'est-ce pas? Et j'ai passé un peu de temps avec Moncef dans sa nouvelle vie d'après Warspeed, mais il m'a dit qu'il y avait très peu d'interférences de la part de la Maison-Blanche, du moins avec Warspeed, et au moins vous vous sentiez à l'aise et impliqué. Nous ne commenterons pas ce qui s'est dit à propos de Trump. Il parlait de Jared Kushner, qui était en fait assez ouvert d'esprit et ne voulait pas interférer parce qu'il pensait que ces gars-là savaient mieux. Selon vous, qu'est-ce qui a vraiment bien fonctionné et qu'est-ce qu'il faut vraiment régler pour la prochaine fois? Oui, tout d'abord, la collaboration des NIH a été extraordinaire. Ils développaient certains essais, nous en développions certains. Les équipes se parlaient 3 ou 4 fois par jour, donc sur le plan scientifique, c'était fantastique. Vous savez, je travaille dans ce secteur depuis 25 ans et la FDA a été formidable. Et je n'ai jamais vu ce que j'ai vu l'année dernière. J'ai encore dans mes dossiers des courriels envoyés à 2 heures du matin, la nuit de samedi à dimanche, et les gens travaillaient 24 heures sur 24 et ça s'est très bien passé. Je ne sais pas qui s'est battu pour l'opération Warspeed, mais c'était une œuvre de génie. Parce que mettre en place un homologue issu de l'industrie qui pourrait nous dire en une nanoseconde « Oui, je comprends votre problème, je vais vous aider », c'est ce qu'a fait Moncef. L'associer à quelqu'un du ministère qui est vraiment doué pour la chaîne d'approvisionnement et pour faire bouger les choses a été fantastique. Moncef a été une bénédiction. Littéralement, lui et moi parlions au moins une fois par semaine à 4 heures du matin, car nous sommes des leftos. Je lui envoie un texto, il faut que je vous parle de quelque chose, et dans les 30 secondes qui suivent, il m'appelle. Nous nous mettons d'accord en 5 ou 10 minutes sur quelque chose et nous faisons avancer la journée. Il a donc vraiment été fantastique. La seule chose que j'aurais aimé que le pays fasse mieux, c'est d'accorder plutôt un soutien financier à l'industrie. Nous fabriquons la protéine que nous avons conçue et qui est active chez l'homme. Ok Stéphane, l'histoire de la société, nous en parlions aussi. Vous avez levé beaucoup d'argent, beaucoup de fonds d'amorçage, des sommes incroyables dans des partenariats avec de grandes sociétés pharmaceutiques. Vous êtes vous-même issu d'un milieu pharmaceutique de premier plan. Mais à un moment donné, vous êtes passé au vaccin parce que c'était plus facile que de développer l'ARN messager pour une thérapie. Et on a souligné qu'il s'agissait peut-être d'une décision intelligente, car il est très difficile d'administrer l'ARN messager à des fins thérapeutiques et d'obtenir des résultats positifs. Se concentrer sur les vaccins, c'est plus facile. Est-ce une décision délibérée de l'entreprise? Ou la plateforme débouchera-t-elle sur des produits thérapeutiques? Oui, c'est une excellente question. Nous avons donc décidé de nous concentrer d'abord sur les vaccins afin de gérer le risque. Étant donné qu'il s'agit d'une nouvelle classe de médicaments, nous devons aux patients et à la société de ne pas essayer d'aller trop vite. Nous avons donc pensé que le vaccin à 1 ou 2 doses, en très faible quantité, serait plus sûr. C'est pourquoi nous avons commencé.
Êtes-vous satisfait? Car il y a eu un certain scepticisme de la part de la communauté scientifique à propos de la plateforme. Les gens, j'ai mentionné que depuis Watson et Crick, nous avons voulu utiliser l'ARN messager pour que nos cellules fabriquent des protéines qui pourraient être aberrantes à cause de problèmes génétiques. Nous avons donc essayé de le faire et il n'y a pas eu beaucoup d'informations sur votre plateforme mise à la disposition d'autres scientifiques. Vous ne vouliez pas divulguer d'informations exclusives, mais vous sentez-vous à l'aise maintenant que le reste de la communauté scientifique est d'accord avec l'idée que vous êtes à un point où vous pouvez le faire? En janvier 2020, nous n'avions jamais réalisé une phase 3 dans l'histoire de l'entreprise. Nous n'avions jamais obtenu d'autorisation pour un produit, nous n'avions jamais fabriqué à des échelles commerciales. Et les deux équipes sont revenues après 48 heures d'analyse approfondie, de simulation en 3D de la structure des protéines, etc. Les deux groupes nous ont dit, à Tony et à moi, qu'ils pensaient qu'une protéine spike de pleine longueur du SARS-CoV-2 est le vaccin qu'il faut choisir. Alors on clique sur l'ordre, il a été envoyé au robot qui fabrique en parallèle les produits précliniques et les produits cliniques. Comme vous le savez, la phase 1 a débuté le 16 mars. Oui, et nous continuons à améliorer les délais. Il nous a fallu 43 jours pour passer de la séquence à l'expédition du produit BPF pour la clinique. Nous avons réalisé le variant sud-africain en début d'année en 30 jours à partir de zéro. Je pense que nous pouvons encore faire un peu mieux. Et c'est là que le marché évolue, car il s'agira d'une dose unique de rappel. Je pense qu'il s'agira de savoir quelle est la qualité du rappel, combien de souches on pourra mettre dans une même dose. Ces gens disent que nous voulons des vaccins ARNM, et ils disent que c'est très simple. Les vaccins ARNM sont les plus efficaces de toutes les classes de vaccins. Ils ne présentent aucun problème de sécurité et un très bon profil de tolérance. Et il est possible de passer très rapidement aux variants. Nous allons très bientôt entrer dans un monde où Moderna pourra passer en 100 jours d'un nouveau variant préoccupant identifié à un produit autorisé. Nous allons proposer aux gens de recevoir un boost d'ARNM. Bien sûr, ils savaient qu'il n'y avait pas de données cliniques. C'est pourquoi nous ne le recommandons pas, car nous ne disposons pas de données cliniques. Pour l'instant, nous essayons un mélange de tous les vaccins qui ont été autorisés. Quelle sera la voie réglementaire pour le rappel pour vous et l'autre ARNM? La FDA a été très claire. Depuis l'émergence du vaccin du rappel pour l'Afrique du Sud, elle a dit qu'il fallait des études sur des centaines de personnes, pas des dizaines de milliers, et sur les anticorps neutralisants, pas sur l'efficacité. Vous pouvez arriver très vite à l'autorisation. Mais je pense déjà qu'entre les 3 milliards de chez nous et 3 à 4 milliards de Pfizer, leur dernier chiffre public, vous pourriez booster la planète entière l'an prochain. Je pense, et bien des gens dans le monde le pensent maintenant, que l'ARNM va perturber considérablement le secteur des vaccins. Et de plusieurs façons, l'une étant d'innover dans le domaine des vaccins alors qu'il n'y a rien sur le marché. Je pense donc que nous allons perturber le secteur de la grippe et créer de nouveaux produits comme celui-ci. Le SARS-CoV-2 n'a pas eu ce type de critères d'évaluation car il s'agissait d'un nouveau virus. J'imagine donc le monde dans quelques années, potentiellement dès 2023, où l'on pourra se faire vacciner contre la grippe et le Covid, tous deux spécifiques à la souche du moment pour votre continent en septembre et passer ensuite un bel hiver. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.